Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je reçois très souvent des questions, que ce soit sur Instagram, dans mes commentaires, sous mes vidéos YouTube, sur plein de sujets différents. Et parfois je prends le temps de répondre individuellement, mais parfois quand ce sont des questions qui reviennent souvent ou que je sais que ça peut être des réponses qui peuvent intéresser plusieurs personnes, je trouve ça plutôt bien de faire une foire aux questions. Donc c'est le type de vidéo que je fais aujourd'hui. Je vous ai proposé de me poser toutes vos questions sur Instagram, en story, ainsi que sur YouTube. Pour une fois, j'ai fait un post communautaire pour vous proposer de me poser vos questions aussi, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram. Et donc c'est parti, je vais répondre aux questions qui sont le plus revenues, ou celles qui sont sur des points que je pense ne pas avoir forcément énormément abordés. Donc c'est parti! Pour la première question que j'ai reçue, ça me disait, en gros parce que c'était un long commentaire, mais pour le résumer, ça me demandait si mon frugalisme, enfin notre frugalisme avec Didier, était en accord finalement en termes de démarche avec le fait d'épargner beaucoup d'argent, avec le fait de construire notre patrimoine, notre épargne, d'investir dans l'immobilier et notamment le fait de louer notre appartement, ce qui pour la personne qui me posait le commentaire pouvait paraître paradoxal avec la démarche. Alors je comprends plus ou moins où la personne veut en venir, pour autant si on se place vraiment du point de vue du frugalisme, le but du frugalisme c'est de vivre en gros avec peu pour épargner beaucoup d'argent pour préparer son avenir, que ce soit pour moins travailler à un moment, que ce soit pour avoir plus de liberté financière, pour améliorer son train de vie à un moment, enfin voilà ça va dans cette démarche, en gros de faire des efforts maintenant pour en profiter plus tard, quelle que soit la notion que l'on a de profiter plus tard. Et donc ça ne va pas du tout à l'encontre techniquement du fait d'économiser de l'argent. Et en fait, pour expliquer pourquoi on en est venu à l'investissement immobilier, qui n'est pas notre seule manière d'épargner de l'argent, c'est pas le seul endroit où on construit notre patrimoine, mais en tout cas pour répondre à la question sur ce point-là, quand on a commencé à vivre avec très peu, le but de notre démarche c'était vraiment de pouvoir acheter notre appartement pour ne plus avoir à payer de loyer. C'est ce que l'on a fait, on a acheté un appartement qui ne nous coûtait pas extrêmement cher, qui nous a permis de l'acheter sans avoir à faire de crédit. J'ai une vidéo vraiment détaillée sur le sujet pour tout ce qui est question sur la manière dont on a acheté nos appartements. Mais donc on a acheté le premier appartement, on a vécu dedans pendant des années, ça nous a permis de réduire énormément nos charges, d'économiser énormément d'argent. Et en fait une fois qu'on commence à avoir de plus en plus d'épargne, se pose la question de comment protéger cet argent face à l'inflation. Puisque quand on est dans cette démarche, en fait, à un moment, cette question vient forcément puisque l'argent tel quel perd de la valeur avec le temps. Et il est intéressant quand même de le placer pour le protéger, pour ne pas être perdant face à l'inflation. Et c'est vrai qu'il n'existe pas forcément de méthode parfaite pour protéger son argent. Si vous êtes en train de constituer votre épargne et que vous y êtes éligible, il y a le livret d'épargne populaire par exemple où on peut mettre jusqu'à 10 000 € qui a un rendement actuellement de 5%, ce qui est super intéressant parce qu'il n'y a aucun risque. Mais en fait quand on dépasse les 10 000 € ou qu'on n'est pas éligible à ce livret, les solutions d'épargne qui existent, qui sont parfaitement éthiques et sans risque, il n'y en a pas tant que ça. Et donc c'est pour ça en fait que dans notre projet, on a toujours eu la volonté d'économiser pour pouvoir acheter nos biens immobiliers, mais le problème c'est que le temps d'épargner, si notre argent perd de la valeur, ça rend les projets plus compliqués. C'est pour ça qu'on a investi dans le premier appartement et que dès qu'on a eu les moyens pour investir dans un autre, donc cette fois à crédit, on a eu une démarche un peu différente. On avait quand même un énorme apport, mais on avait une démarche différente. On a décidé de mettre le premier en location parce que si on avait vendu ce premier bien, déjà vendre un bien dans les quelques années qui suivent l'acquisition, c'est pas forcément très intéressant parce qu'il faut quand même rentabiliser les frais de notaire, etc. Et parce que tout simplement, tant que cet argent est dans ce bien, ça nous permet de le protéger de l'inflation. Et donc on l'a mis en location. Vous me demandez souvent d'ailleurs ce qu'il en est. On l'a loué à une de mes amies avec son conjoint. On a trouvé quelque chose qui nous convenait à tous. Le loyer n'est pas excessif et nous on est plutôt rassurés d'avoir quelqu'un qu'on connaît dans ce bien là. Et si un jour mon ami décidait de quitter le logement, de déménager avec son conjoint ou peu importe, on passerait probablement par une association qui permet en gros de transformer des logements privés en sorte de logements sociaux avec les garanties de l'association derrière. Et nous, en échange, on s'engage à laisser un loyer plutôt modéré, qui soit dans la fourchette plutôt basse des prix du marché et pas dans quelque chose qui soit excessivement cher, puisqu'il y a évidemment cette problématique actuellement, notamment à Marseille, où les prix des loyers n'arrêtent pas d'augmenter. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de compliqué derrière et que dès lors qu'on investit dans l'immobilier, on est obligé de se poser la question sur
notre positionnement éthique par rapport à tout ça. On a acheté notre résidence principale actuelle du coup avec un crédit comme je vous le disais et on compte vivre dedans pendant pas mal de temps parce qu'on est très bien dedans. Je pense que vous le voyez dans mes vlogs, je m'épanouis énormément dans cet appartement, dans l'environnement qu'on a autour, mais on a très envie un jour d'avoir une maison et si ça nous est possible, ce que l'on aimerait énormément faire, c'est pouvoir garder cet appartement et le mettre en location aussi. Là je pense pas qu'on le mettrait en meublé parce que quand les appartements sont plus grands, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, souvent les gens viennent avec leurs meubles, etc. Mais le but de notre démarche reste le fait de proposer un loyer qui soit dans une fourchette correcte, évidemment dans les prix du marché, mais pas forcément dans la fourchette haute des prix du marché. Et nous, on est en accord avec cette idée-là et on trouve que c'est une manière de protéger notre argent de l'inflation, le temps de mettre de côté pour nos projets, que ça peut vraiment aussi nous permettre de nous dégager une source de revenus plus tard. Et je trouve que l'investissement immobilier, ça peut tout simplement être fait de manière plutôt éthique quand même. Il n'y a rien de jamais parfaitement éthique, mais en tout cas d'une manière qui nous convient à nous. J'espère que ça pourra répondre à cette question-là. On va passer à la suivante. La deuxième question est sur un tout autre sujet. De toute façon, je vous l'avais dit, vous pouviez me poser les questions sur les sujets dont vous aviez envie, quels que soient les domaines. Donc on m'a demandé, est-ce que c'était possible de voyager en France ailleurs qu'à Paris et de manger vegan? Alors la réponse est totalement oui. Déjà notamment en France, c'est quand même assez facile puisque où que vous soyez en France, on mange quand même des céréales, on mange des pâtes, on mange du riz, on va manger des légumes, on connaît l'huile d'olive, donc c'est quand même assez simple, où qu'on soit en France, de manger vegan. Alors bien évidemment, dans les grandes villes, généralement on va avoir plus de restaurants vegan, mais même en dehors des grandes villes, on peut souvent trouver des options. Déjà, je vous recommande d'utiliser tout ce qui est Happy Cow et Vego Resto, ce sont des sites et des applications qui permettent en fait de trouver des adresses autour de chez soi, que ce soit des restaurants vegan, mais parfois, même s'il n'y a pas de restaurant 100% vegan, on peut avoir des endroits qui ont des options véganes. Après, si c'est pour la question par rapport vraiment pendant le voyage, quand on se déplace, quand on doit manger, avant de prendre son train, etc., on peut facilement trouver des options véganes en supermarché, en supérette. Je pense que tout vegan connaît l'option du taboulé libanais, le fait de prendre un pot de houmous, le fait d'acheter du pain, de prendre des fruits, des légumes qui peuvent se manger facilement, etc. Les chips aussi, c'est vegan, ça peut vraiment dépanner dans des situations d'urgence. Je vous recommande d'ailleurs le compte Accidentellement Vegan sur Instagram qui regroupe un petit peu toutes les options qu'on peut trouver qui sont, comme le nom l'indique, accidentellement vegan, pas forcément à destination des véganes à la base, mais qui s'avèrent avoir été composées sans produits d'origine animale. Ça peut vraiment être très pratique. Et il y a pas mal de produits auxquels on pense pas forcément qui peuvent être vegan. Dans les restaurants, on peut souvent trouver des valeurs sûres, comme par exemple la pizza sans fromage. C'est pas forcément la pizza que je préfère, mais bon, c'est toujours nourrissant de trouver une pizza aux légumes sans fromage. Pour moi, ça dépend un peu de la garniture de légumes, il y a des garnitures plus ou moins intéressantes. Il y a des pizzerias non véganes qui se mettent à intégrer des fromages véganes. Ça reste assez peu répandu pour le moment en dehors des grandes villes, mais ça peut arriver de plus en plus. Vous avez aussi la possibilité éventuellement d'acheter du fromage vegan en supermarché et de demander à la personne qui fait les pizzas d'en mettre sur les pizzas. Ça peut marcher, je l'ai déjà fait. Vous avez toujours l'option des restaurants indiens. Alors parfois ils peuvent cuisiner avec du ghee, donc c'est un beurre clarifié qui peut faire que certains plats ne sont pas véganes, mais il y a très souvent des options véganes, des beignets à base de pois chiches, etc. Ça peut vraiment être très facile. Les restaurants asiatiques de manière générale, vous avez très souvent différentes cuissons de légumes, etc. On peut trouver du tofu de temps en temps. Ça peut être pratique. Toujours demander pour les sauces, pour vérifier qu'il n'y a pas de sauce à base de poisson par exemple, puisque ça peut être assez courant dans la cuisine chinoise par exemple. Après, qu'est-ce qu'on va avoir dans les restos de sushi? Vous avez tout ce qui est maki, avocat, concombre, des fois il y en a au tofu, au navet, à la mangue. Vous en avez des plus ou moins intéressants. Et après, ce que je trouve bien aussi, même si je sais que certaines personnes ne sont pas fans, mais c'est que dans beaucoup de chaînes, on trouve maintenant des options véganes et ça peut vous assurer un petit peu d'en trouver partout. Par exemple, à Burger King, vous pouvez véganiser la plupart de leurs burgers veggie puisque leurs galettes et les pains sont véganes. Donc après, vous retirez la sauce, vous changez. Si par exemple, il y a une sauce à la mayonnaise, vous demandez à avoir de la sauce barbecue ou du ketchup à la place. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va plutôt prendre à emporter et ajouter notre propre mayo vegan à la maison et notre tranche de fromage vegan si on a envie d'en mettre. Mais si on est à l'extérieur, on va prendre le veggie chicken Louisiane, on va le customiser en mettant de la sauce barbecue, en enlevant le fromage et en enlevant la sauce à base d'œufs qu'ils vont avoir dedans. Et ça fait un repas qui peut être très pratique. Les onion rings sont vegan aussi d'ailleurs. Et après, vous avez en notre chaîne, je crois qu'à Subway, vous avez une galette qui s'avère être vegan. Ils avaient à un moment des émincés qui étaient hyper bons, un peu façon poulet. C'était excellent.
Mais je sais pas, ils l'ont pas laissé longtemps, pourtant je voyais vraiment beaucoup de gens le prendre. Après vous avez tout ce qui est Pokéball aussi, ça marche bien, Pokawa ils ont des options véganes. Si vous êtes à un endroit où vous avez ce type de chaîne, ça peut être bien aussi. Et voilà, globalement ça fait quand même 8 ans qu'avec Didier on est vegan, on ne s'est jamais retrouvé dans une situation où on n'a pas pu manger. Ça veut dire qu'on s'est jamais dit bon bah tant pis, on peut pas, on va prendre un truc avec du fromage, ce n'est jamais arrivé. On a toujours trouvé de la nourriture. Et même quand vous êtes en dehors de France, je dirais qu'il y a quand même la majorité des endroits dans lesquels c'est possible de manger vegan. Alors bien évidemment, il y a peut-être des endroits sur la planète où ça peut être un peu plus difficile, mais potentiellement si vous avez pris l'avion pour vous rendre à cet endroit, il y a peut-être la possibilité d'emmener certaines choses avec vous qui pourront vous faciliter la vie pour composer vos repas. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais amenée à voyager à un endroit où je sais qu'en termes d'options vegan, ce sera très compliqué. Je me renseignerai sur ce qui est cuisine locale pour voir ce que je peux trouver. C'est quand même assez rare les endroits où on utilise 0% de plantes dans l'alimentation et voir si je peux amener des choses avec moi qui peuvent un petit peu compléter tout ça. La troisième question que j'ai reçue, c'est est-ce que ton mode de vie contribue aussi à améliorer ta santé mentale? Alors je pense que ça dépend de quel point de mon mode de vie on va parler. Si on parle de l'aspect frugalisme, je dirais que c'est assez neutre puisque globalement c'est quelque chose qui me plaît mais qui ne va pas forcément influer sur ça. Mais ce serait plutôt par rapport aux autres choses que j'ai mises en place dans mon mode de vie. J'ai tendance quand même à aimer instaurer certaines routines, à trouver un équilibre et à mettre en place des choses qui vont être bonnes pour moi, pour ma santé physique, pour ma santé mentale. Par exemple, par le fait que je travaille depuis chez moi, ça reste une activité assez solitaire puisque bon, bien évidemment, j'ai mon copain à la maison, mais sinon, c'est vrai que je travaille seule. Je pourrais littéralement, si je voulais, ne voir absolument personne et travailler pendant des mois comme ceci. C'est pas ce que je fais, puisque nous sommes des êtres sociaux et que c'est important d'avoir de la vie sociale et que tout simplement j'ai envie de voir mes amis aussi, j'essaye d'intégrer en fait les moments pour voir du monde comme des choses importantes dans mon emploi du temps, aussi importantes que mon travail. Donc ça va vraiment avoir un rôle important dans ma routine de placer des moments, de prendre rendez-vous avec des amis pour faire des activités, pour boire un thé, pour aller discuter, de mettre en place des choses sur cet aspect-là. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait amener un problème, j'essaie de trouver une solution par rapport à ça, comme le fait de travailler énormément sur les écrans. C'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, même si je dirais que chaque travail va forcément avoir des aspects positifs et des aspects négatifs. Si je faisais un travail extrêmement physique, il faudrait que je mette en place des choses pour reposer mon dos, etc. Comme c'était le cas avant, quand j'étais debout toute la journée, en restauration, que je faisais des livraisons, que je portais des charges lourdes. J'essayais vraiment de faire attention à ma santé physique et à bien me reposer en dehors du travail. Actuellement, j'essaye de faire en sorte de ne pas être trop sédentaire parce qu'on peut vite avoir tendance à rester assis toute la journée devant son écran ou sa caméra. Et donc j'essaye de mettre en place d'aller souvent me promener dans la journée, même pas forcément longtemps, de parfois faire juste des coupures de 5 minutes pour sortir, prendre un petit peu l'air, parce que c'est super important pour moi et que je vois vraiment la différence quand je n'ai pas le temps de faire tout ça et que du coup je passe ma journée intégralement devant l'ordinateur. Je sens qu'en fin de journée je suis moins bien, je me sens moins bien que quand j'ai pris le temps d'aller respirer, de prendre le soleil, de prendre l'air et de faire un petit tour. Tout comme si j'ai eu des semaines hyper chargées, que j'ai pas eu le temps de voir du monde, je le ressens en fait que j'ai manqué de vie sociale sur cette semaine-là et que j'ai besoin de plus de vie sociale la semaine d'après. Pour le temps passé sur les écrans, j'essaie de mettre en place des choses comme par exemple le fait de travailler sur un cahier autant que possible, même si je pourrais le faire sur l'écran, je pourrais très bien écrire toutes mes idées sur mon ordinateur, mais je préfère passer du temps aussi à écrire. Je trouve qu'il y a un aspect méditatif dans tout ça. Donc je pense que je mets pas mal de choses en place pour prendre soin de ma santé mentale sur plein de points. Même le tennis d'ailleurs que j'ai commencé il y a à peu près 6 mois, ça me fait un bien fou en termes de santé mentale. Vraiment, je pense que c'était la chose qui me manquait vraiment pour avoir l'équilibre qui me convient actuellement, d'avoir une activité pour me défouler. Mais je dirais malgré tout que quand on a mon type de tempérament et qu'on essaye de penser à plein de choses comme ça, c'est important de faire attention à sa charge mentale, de ne pas se mettre trop de choses et d'être ok pour parfois ne pas faire tout ce qu'on a prévu de faire. Si à un moment j'ai trop travaillé et que j'ai juste pas eu le temps d'aller marcher, de ne pas me rajouter derrière la culpabilité de ne pas être allé marcher et de me dire c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais à faire pour moi, je vais pas en plus culpabiliser de pas l'avoir fait et je vais juste marcher, j'en sais rien, 3000 pas alors que j'avais prévu de faire 10 000 pas dans ma journée. En fait je travaille toujours à avoir un certain équilibre quand même, je dis pas que c'est parfait, je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaye de faire attention à tout ça. La quatrième question c'est comment fais-tu pour mettre autant d'argent de côté? Donc c'est un thème que j'ai énormément abordé et détaillé sur ma chaîne, mais pour résumer un petit peu, il va y avoir le fait que je vis bien en dessous de mes revenus, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que même au moment où j'avais des petits revenus, et c'est d'ailleurs ça je pense qui m'a énormément aidé d'avoir à un moment
des petits revenus, ce qui a fait que lorsque mes revenus ont augmenté avec le temps, je gardais un niveau de dépenses assez bas parce que j'avais réussi à vivre avec peu de revenus, donc ça me permettait de ne pas forcément trop augmenter non plus. Je pense qu'il y a aussi le fait dans l'aspect comment psychologiquement j'arrive à mettre autant d'argent de côté et à m'y tenir, c'est parce que avec mon conjoint on a des objectifs qui nous motivent, des objectifs qui nous rendent heureux, qu'on a déjà atteint des objectifs, qu'on se fixe des petits objectifs à atteindre puis des gros, et qu'en fait on a quand même un aspect où on voit les choses avancer et que c'est très motivant. Et je dirais aussi quelque chose qui est très important et à ne pas oublier sur comment je mets autant d'argent de côté en termes de somme. Il y a quand même le fait qu'aujourd'hui on a quand même de bons revenus et que évidemment que si on avait de plus petits revenus on ne pourrait pas mettre autant d'argent de côté. Même en sacrifiant sur plein de points on ne pourrait pas mettre autant d'argent de côté que ce que l'on met actuellement si cet argent on ne le gagnait pas. Donc je suis bien consciente sur tout ça qu'il y a quand même un aspect où on a quand même de la chance de pouvoir bien gagner notre vie en faisant ce que l'on aime. Je ne dis pas que c'est que de la chance bien évidemment puisqu'on met plein de choses en place pour que ça arrive, mais parfois on a beau mettre plein de choses en place, ça ne se réalise pas forcément. Donc vraiment le but de mon contenu n'est jamais de vous faire culpabiliser si vous avez le sentiment que actuellement c'est difficile, que vous n'arrivez pas à mettre autant d'argent de côté que ce que vous voudriez et que ça vous déprime de voir que je sais pas certains de mes abonnés ou que moi, qu'on arrive à mettre beaucoup d'argent de côté. C'est vraiment pas le but de la démarche, chacun fait à son échelle et en étant toujours conscient qu'on a des facteurs qui nous sont propres, qui vont nous faciliter ou nous compliquer la vie et que les choses peuvent changer aussi avec le temps. Dans ce qui nous permet d'épargner de l'argent, il va y avoir aussi le fait qu'on a énormément de routines, comme je vous le disais, j'ai énormément de petites routines, d'organisation, etc. Dans notre routine de vie, il y a plein de choses qui font que globalement, notre mode de vie ne revient pas forcément très cher, puisqu'on met plein de choses en place, comme le fait de cuisiner maison. C'est quelque chose qui nous fait économiser quand même beaucoup d'argent, et je le réalise lorsque parfois on a des jours où on n'a pas le temps, pas l'envie, etc. et qu'on va avoir des solutions de facilité pour nous. Généralement, ces solutions de facilité vont nous coûter plus d'argent, c'est tout à fait ok aussi, c'est totalement normal que des fois on n'ait pas la motivation, mais je vois en fait le poids des efforts que l'on fait au quotidien avec Didier sur les résultats que l'on obtient, puisque dans les moments où on met pas tout ça en place, on voit la différence de budget que l'on va payer lorsqu'on fait nos courses ou lorsque l'on mange à l'extérieur, etc. Je pense qu'après il y a dans notre mode de vie le fait de ne pas avoir de voiture, le fait de faire très attention à notre consommation d'énergie, le fait de ne pas avoir pris des abonnements, etc. On a très peu d'abonnements, très peu de charges fixes qui reviennent tous les mois, et en fait on a énormément réduit sur ces points-là. Et donc je pense que ça contribue énormément à nous permettre d'économiser beaucoup d'argent. La cinquième question, elle est énormément revenue, bien plus que ce que l'on pourrait croire, c'est est-ce que l'on compte adopter un chat ou un chien? Alors non, pas pour le moment. En fait, c'est pas dans nos projets actuels. Pour nous, on aimerait adopter des animaux. D'ailleurs, je sais pas si ce serait un chat ou un chien, je ne sais pas quel type d'animal ça pourrait être. Ça dépendra énormément des circonstances dans lesquelles on sera le jour, si c'est possible, où on achète notre maison, puisque ça dépendra du terrain que l'on a, des possibilités qui s'offrent à nous. Si par exemple on a une maison à Marseille plutôt avec un petit terrain, dans ce cas-là on s'orienterait plutôt vers des petits animaux. Et si, j'en sais rien, on habite à la campagne et qu'on a un grand terrain et qu'on a la possibilité par exemple d'avoir des ânes, j'adorerais ça aussi. Mais donc ça dépendra, ça pourra très bien prendre la forme d'adopter 2 chiens, tout comme ça pourra être adopter des animaux qui en ont besoin tout simplement. Actuellement, on ne le fait pas parce que c'est pas dans nos plans actuels, tout simplement, que ça va avec énormément de responsabilités, que c'est pas rien de prendre un animal, et que pour nous ça viendra avec le moment où on aura vraiment envie de passer à cette étape-là de notre plan de vie. Il faut savoir qu'avec Didier, on adore les animaux, vraiment. Je pense que déjà il y avait un indice par le fait qu'on est vegan et que évidemment notre véganisme il est pour les animaux, c'est parce que on n'avait plus envie de contribuer à ce qui se passe pour les animaux pour qu'ils arrivent dans notre assiette. Et c'est pour cette raison qu'on était devenu vegan, mais c'est pas forcément parce qu'on est vegan qu'on adore les animaux. Des fois on peut simplement être vegan parce qu'on respecte les animaux et pas forcément parce qu'on les adore ou qu'on a envie de passer du temps avec eux ou quoi. Nous c'est vraiment un point commun qu'on a avec Didier, c'est qu'on les adore, on adore garder des animaux à la maison. Et c'est vrai qu'en attendant d'avoir des animaux que l'on adopte ou qui nous adoptent plutôt, ça se passe souvent comme ça avec les animaux, on est toujours ravis de passer du temps avec des animaux, que ce soit de garder le chat de ma cousine, le chat de mes parents, le chat des amis. Bon, c'est souvent des chats qu'on garde. Des fois, on va s'occuper des lapins d'une amie aussi, et qui sont trop adorables et qui sont tellement intelligents. Je trouve qu'on sous-estime tellement l'intelligence parfois de certains animaux, mais même dans tous les cas, même quand un animal n'est pas intelligent, c'est pas pour autant qu'il mérite pas d'être respecté. Mais en tout cas, on adore les animaux, c'est juste pas pour aujourd'hui. Un jour, c'est sûr, vraiment. Je sais que dans notre vie, à un moment, on vivra avec des animaux, quels que soient ces animaux, mais en tout cas, c'est pas pour maintenant. Le 6e point, c'est comment je gère la tentation face à la consommation, notamment en étant sur les réseaux sociaux.
Je dirais que je ne cherche pas forcément à résister à la tentation. En fait, la manière dont j'ai fait mon budget avec le temps, le fait que j'ai des postes de dépenses qui soient un petit peu déjà établis et que je sais en fait que j'ai une certaine enveloppe pour certains types de dépenses, ça veut simplement dire que dès que je vois quelque chose qui me fait envie, je vais forcément réfléchir en termes de consommation, notamment sur l'aspect écologique, à est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que c'est juste une tentation que j'ai maintenant, est-ce que je réagis par rapport au fait que c'est en promo ou quelque chose comme ça. Et si vraiment il y a quelque chose qui me reste dans la tête pendant longtemps, à un moment je me dis que c'est peut-être que j'en ai vraiment envie, donc je vais céder à la tentation et sans culpabilité en fait. Pour moi le but c'est pas de se restreindre de tout et de culpabiliser, de se priver de tout ce qui pourrait nous faire envie sous prétexte que parfois c'est pas raisonnable. Pour moi, il y a totalement la place pour de temps en temps craquer sur des choses. C'est juste que j'ai pas envie que ce soit tout le temps. Et je pense que le fait de craquer de temps en temps fait que justement, on n'est pas frustré. Parfois, je vais recevoir des messages de personnes qui me disent qu'elles culpabilisent parce qu'elles ont toujours énormément dépensé d'argent et qu'elles ont jamais trop réussi à mettre de côté. Et des fois, je me dis que ça peut justement permettre de se lancer sur une bonne base pour commencer à faire attention à son budget parce qu'on a déjà acheté plein de choses. Et donc, ça veut dire qu'on a peut-être besoin de moins de choses et qu'on va pouvoir piocher dans nos placards plutôt que d'aller acheter de nouvelles choses et que ça va pouvoir nous permettre de tenir un budget hyper propre pendant les prochains mois ou parfois quelques années. Si par exemple on a énormément de vêtements qui vont pouvoir nous tenir pendant hyper longtemps et que si à un moment on a envie de changer, on peut très bien revendre certains vêtements et utiliser la cagnotte des vêtements vendus pour en acheter de nouveaux d'occasion, etc. Je pense que sur ça, il faut toujours travailler sur l'équilibre qui nous convient. Parfois on va être ok avec le fait de rien dépenser. J'avais fait le défi à certains moments de vraiment ne rien acheter de neuf pendant des années. Et à des moments, j'étais arrivée à un point où il me manquait quand même certaines choses. Donc, par le fait que j'avais moins consommé avant, c'était pas un problème pour moi de consommer maintenant. Et je trouve qu'il faut pas être trop dur avec soi-même par rapport à tout ça, mais que globalement, réfléchir sur ses achats, ça sert toujours. Dernièrement, j'ai acheté 2 robes que je trouvais absolument magnifiques, qui de base auraient pu être un petit peu hors budget par rapport à ce que je prévoyais. Mais en fait, j'ai réfléchi sur cet achat pendant pas mal de temps et j'ai décidé de me faire plaisir dessus. Si je l'étale sur le budget que j'avais prévu pour le poste vêtements de l'année, ça s'intègre dedans. Et en fait, du coup, j'ai pas besoin d'y réfléchir plus longtemps que ça, juste ça s'est intégré. Peut-être qu'elle coûtait un peu plus cher que d'autres robes que j'aurais pu acheter. Du coup, j'achèterai moins de choses sur l'année, c'est pas grave en fait. Et je suis quand même contente d'avoir acheté de belles robes qui sont fabriquées dans des conditions éthiques et que juste je trouve trop belles et que j'ai trop hâte de porter dès que le soleil reviendra. La 7e question que l'on m'a posée, c'était des conseils pour devenir végétarien, éviter les carences, qu'en était-il de la B12 et comment composer ses assiettes. Alors déjà, bravo, c'est super de s'intéresser à végétaliser son alimentation. Pour l'aspect de la vitamine B12, vraiment il est recommandé de vous complémenter en vitamine B12 si vous êtes végétarien, vegan ou même flexitarien. Ça veut dire que si vous avez vraiment diminué votre consommation de viande ces derniers temps, que vous n'en mangez, je sais pas, par exemple qu'une seule fois par semaine, il peut quand même être vraiment bien de vous complémenter en B12. Vous pouvez en parler avec votre médecin. Après, parfois les médecins sont pas forcément au courant de ce qu'il en est des spécificités des alimentations végétales parce que c'est pas forcément dans leur parcours. Par exemple, moi ma médecin généraliste elle est super gentille, mais elle ne savait absolument pas qu'il fallait se complémenter en B12 quand on est vegan, alors que c'est le cas puisque c'est vraiment le nutriment qu'on ne trouve pas dans notre alimentation. Contrairement à ce que des gens pensent, j'ai déjà vu ça circuler, le complément de B12 il est pas fait à partir de viande, parce que des fois on voit des gens qui disent oui c'est pas cohérent le véganisme parce qu'ils mangent pas d'animaux, mais par contre ils vont prendre un complément à base de viande pour la B12, pas du tout. La B12 que l'on trouve dans les compléments alimentaires, elle va être faite sur une fermentation de bactéries et ça va être exactement le même type de B12 que celle que l'on donne aux animaux d'élevage, puisque si vous regardez à quoi est destinée la plus grosse partie de la production de vitamine B12 sous forme de complément alimentaire, elle est destinée à l'élevage, puisqu'on la donne énormément dans les élevages. Vous la retrouvez sous bidon de 5 litres à destination des animaux aussi, et c'est la même, on donne pas de la viande à une vache pour qu'elle ait une source de B12. La B12, en réalité, on la fabrique nous-mêmes dans notre corps, c'est juste qu'on la fabrique à un mauvais endroit par rapport à là où on a besoin de l'assimiler, ce qui fait qu'elle doit nous être apportée par des sources externes. Et donc quand on a une alimentation végétale, vu qu'on ne passe pas par les animaux pour avoir cette vitamine B12, il faut qu'on la prenne autrement, et donc sous la forme de compléments alimentaires. Et on peut, si on n'aime pas spécialement prendre des compléments alimentaires, ce qui est plutôt mon cas, moi j'aime pas spécialement avoir à penser à quelque chose souvent, j'en prends une que je n'ai à prendre que 2 fois par mois, puisque celle que je prends elle est dosée à 5000 microgrammes. Après si vous préférez prendre une petite dose chaque jour, vous en avez aussi, enfin voilà, ça c'est vraiment votre choix pour la vitamine B12, mais c'est important, vraiment j'ai connu
beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient végétariennes ou flexitariennes et à qui on avait dit que c'était pas forcément nécessaire de se complémenter parce que il y en a dans les produits laitiers ou ce genre de choses. Mais en fait, il y en a, mais il faut quand même en consommer une certaine quantité pour pouvoir combler tous ses besoins. Et notamment quand on se dirige vers une alimentation de plus en plus végétale, bah ça peut être bien de passer le cap, c'est vraiment pas cher de se complémenter en B12. C'est une vitamine que l'on élimine dans les urines en cas d'excès, donc on va pas faire de surstockage de vitamine B12. C'est pas comme la vitamine D par exemple, pour laquelle il faut vraiment faire attention à ne pas faire de surdosage. Donc voilà, pour cette question-là. Parce que j'ai dernièrement une amie qui est végétarienne depuis des années, qui avait un dosage, qui prenait en plus de la vitamine B12, mais en très petite quantité, parce que son médecin lui avait recommandé un dosage qui n'était pas du tout adapté, et qui s'est retrouvée avec une énorme carence en vitamine B12. C'est vraiment relou à remonter, c'est pas pratique, c'est pas gravissime parce que ça a été pris en charge à temps et ça peut se remonter, mais bon, c'est jamais agréable d'être en carence de quelque chose, puisqu'on va le ressentir sur sa santé en général, sur son énergie, etc. Avec Didier, ça fait 8 ans qu'on est vegan et on a des taux de B12 absolument parfaits, on s'est toujours complémenté. Alors parfois, on a oublié, on a compensé un peu, c'est pas très grave. Vous n'allez pas mourir parce que vous oubliez de vous complémenter une fois en B12, ni même 2 fois, ni même 3 fois, mais voilà, le tout c'est d'essayer de faire en sorte d'être régulier avec ses apports. Pour tout ce qui est équilibre nutritionnel, éviter les carences, etc. Déjà de base, il n'y a pas forcément plus de chances de se retrouver en carence quand on a une alimentation végétale que quand on a n'importe quel type d'alimentation. Le tout c'est d'avoir une alimentation équilibrée, comme quand on est omnivore. Si on veut éviter les carences, les excès ou quoi, il faut un peu se baser sur les recommandations nutritionnelles. De manière végétale, on fait à peu près pareil en fait. On a vraiment les mêmes recommandations nutritionnelles. Il faut composer notre assiette un peu de la même manière, simplement en optimisant par rapport à la catégorie que l'on retire, puisque dans une assiette omnivore il n'y a pas que de la viande, il y a à la base des féculents, des légumes, il va y avoir des sources de lipides et une source de protéines qui est généralement amenée par la viande, le poisson, etc. Tout simplement l'amener par des sources végétales. Vous avez énormément d'exemples sur ma chaîne, mais vous pouvez mettre, moi j'adore le tempeh, le seitan, le tofu, vous pouvez mettre aussi des légumineuses, enfin voilà, vous organisez votre assiette pour pouvoir combler tous vos besoins. Si jamais au début vous galérez un peu, moi je peux vous recommander d'utiliser l'application Chronometer. C'est une application qui est en anglais, mais je trouve que c'est assez facile à utiliser en français aussi, puisque beaucoup de noms de nutriments sont assez similaires en anglais et en français. Et ça peut vous permettre de voir si dans la manière dont vous composez votre assiette, ça vous paraît correct ou si vous voyez des choses qui manquent un petit peu à chaque fois. Mais donc globalement, suivre les recommandations en termes d'alimentation, vous pouvez regarder la pyramide alimentaire végane si jamais ça vous intéresse, puisque ça vous permet de voir un petit peu quels sont les apports dont vous avez besoin chaque jour. La 8e question, on m'a demandé si j'avais déjà pratiqué un jeûne et est-ce que ça m'intéressait dans une démarche de bien-être. Alors comme tout le monde, je dirais que je jeûne pendant que je dors, mais sinon au-delà de ça, non, je ne pratique pas le jeûne, ça ne m'intéresse pas. Globalement, je mange tous mes repas, je ne saute jamais de repas. À la rigueur, je peux ne pas manger de petit déjeuner parce que j'ai pas faim, mais en fait ce sera pas dans un objectif de réduire mes calories, ces calories je les mangerai à un autre moment quand même, puisque j'ai souvent tendance quand je mange pas beaucoup le matin à manger plus au goûter ou dans les autres repas. Je pense vraiment que chacun gère son alimentation comme il en a envie. Il peut y avoir d'autres raisons de faire des formes de jeûne, comme des raisons religieuses aussi, etc. Donc bien évidemment, je ne porte aucun jugement sur la manière de manger des autres. Je pense simplement qu'avec tout ce qui peut être un petit peu restriction, comme peut l'être le jeûne, donc ça dépend la démarche dans laquelle il est fait, mais ça peut s'apparenter à de la restriction. Je pense qu'il faut faire très attention quand on a un passé avec des troubles des conduites alimentaires, puisque ça peut quand même avoir un effet de sentiment de contrôle sur son alimentation, de privation, et je pense que ça peut être un terrain assez glissant. Et je sais que quand on parle d'alimentation végétale, certains peuvent y voir une ressemblance, puisque je sais que si on pose la question, on l'aurait pas forcément posée à quelqu'un qui mange de la viande, puisque parfois on va se diriger vers une alimentation végétale parce que ça a une image d'alimentation plus légère ou un petit peu santé, etc. C'est pas du tout pour ça que je me suis dirigée vers une alimentation végétale, c'était vraiment, comme je disais avant, pour les animaux, pour l'écologie, mais en fait, en enlevant la viande, le poisson, etc., les œufs de mon alimentation, c'est pas pour retirer ce qu'ils apportent en termes de macronutriments. Tout ça, je le retrouve ailleurs. Que ce soit en termes de macronutriments ou de micronutriments, tout ça, je vais le retrouver dans le reste de mon alimentation. Et je pense vraiment qu'il faut faire attention aussi avec tout ce qui vous propose d'évincer une catégorie de macronutriments, que ce soit une alimentation faible en lipides ou faible en glucides. Pour moi, ça peut être quand même
un terrain, comme je disais, assez glissant vers les troubles des conduites alimentaires. Pas forcément, je pense qu'on a tous nos préférences en termes d'organisation de notre assiette, mais faites quand même bien attention à vous. Nourrissez-vous, on a besoin de carburant, c'est important pour fonctionner, pour mener nos activités, pour avoir de l'énergie, donc voilà. On n'a pas à mériter son repas ou je sais pas, enfin c'est juste normal de manger, on a le droit de manger, on a besoin de manger et faites attention à vous sur cette question-là. La 9e question qui est revenue, c'était que, bien que cela fasse partie intégrante de mon métier, est-ce qu'il y a des moments où j'en ai marre de penser à l'argent? Et en fait, j'ai trouvé super intéressante cette question, et en réalité, il y a pas mal de fois où j'ai pas tant besoin que ça de penser à l'argent, puisque dans mon quotidien, je passe très souvent des jours et des jours sans dépenser un seul euro, puisque je travaille de chez moi, donc souvent mon quotidien ça va être de travailler, je vais faire du tennis, je vais me balader avec mon copain, je vais composer des repas à la maison avec ce que j'ai en stock, je vais aller, je sais pas, boire un thé avec une amie, plein d'activités qui ne nécessitent pas à un moment ou à un autre de penser à l'argent. Donc je pense qu'en fait, bien sûr que je fais mon budget, que j'ai projeté des choses par rapport à l'argent, mais que finalement le fait d'avoir fait mon budget et le fait de prévoir des choses fait que l'argent tient une place assez peu importante dans l'ensemble de mes préoccupations, puisque ce sont surtout des habitudes que j'ai mises en place qui finalement roulent toutes seules en fait, et j'ai pas tant besoin d'y penser justement parce qu'en faisant mes courses par exemple, je sais à peu près pour combien je vais en avoir, donc je vais acheter ce que j'ai l'habitude d'acheter. En fait, c'est vraiment le pouvoir des routines, des habitudes qui font que finalement on s'embête beaucoup moins que quand on ne pense pas du tout à l'argent et que la question se pose en fin de mois de galérer avec l'argent parce qu'à un moment on a trop dépensé sur des points. Je dis pas que si on galère en fin de mois c'est parce que on a trop dépensé ou que c'est de notre faute, ça dépend de notre situation. Parce qu'en fait, si je me posais pas la question de l'argent et que je vivais mon quotidien sans y penser, et en vivant finalement juste en me disant je vais dépenser tout ce que je gagne et à la fin du mois j'ai plus rien et c'est pas grave et on repart ainsi de suite, il y a un moment où la question de l'argent elle se poserait quand même dans ma vie et peut-être de manière plus importante, peut-être que cette question de l'argent elle m'empêcherait justement de faire un projet ou d'avoir l'appartement dans lequel j'ai envie d'habiter, etc. Et que du coup ça prendrait une place dans ma vie en termes de négatif bien plus importante que juste de me dire tiens je fais un petit peu mon budget, je regarde pour combien j'en ai eu ce mois-ci, où est-ce qu'on en est dans les courses, etc. Et en fait, ça va occuper des petits moments de mon quotidien où je vais un petit peu penser à l'argent pour que dans des moments importants de ma vie, j'ai moins besoin d'y penser en fait. Je sais pas si ça répond de manière très précise à la question, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses par rapport à ce sujet-là. Donc non, pour répondre à la question, il n'y a pas vraiment des jours où j'en ai vraiment marre de penser à l'argent. Et si à des moments, par exemple, je trouve qu'on en fait trop, et généralement ça va plutôt toucher à notre charge mentale, si à un moment, je sais pas, il faut qu'on s'organise avec ce qu'on a et on n'a pas acheté assez de courses, etc., ou je trouve qu'on n'a pas fait assez de loisirs ce mois-ci, juste on va pouvoir le faire. Enfin, ça veut dire qu'on n'aura pas dépensé dans ces catégories-là et donc on prendra le budget qu'on n'a pas mis à d'autres moments et on se dira là on se fait plaisir, on lâche un peu de lest. Si on a envie d'être un peu tranquille et de manger à l'extérieur, on mange à l'extérieur et en fait de pouvoir toujours, en fait ça revient toujours au même, et travailler sur notre équilibre. La dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est qu'on m'a demandé pourquoi j'avais choisi ce métier et qu'est-ce que je ferais si jamais ça s'arrêtait. Alors en réalité, j'ai pas tellement choisi ce métier. Il n'y a pas un moment où je me suis dit tiens, je vais être youtubeuse, ce sera mon métier. C'est simplement que pendant des années, j'ai partagé sur les réseaux sociaux autour de choses qui m'intéressaient, que ça a toujours été ma passion et qu'à un moment je me suis retrouvée au chômage et que du coup c'était une opportunité pour moi parce que en fait j'avais une rémunération par le chômage, de me dire et si je me lançais dans quelque chose. Je me suis jamais dit que je pourrais en vivre pleinement parce que ça me paraissait beaucoup trop improbable que ça puisse se produire, donc je pensais à la rigueur pouvoir en obtenir un complément de revenus et quand même travailler à côté dans le secteur dans lequel je travaillais avant, c'est-à-dire la restauration. Finalement les choses se sont présentées au fur et à mesure en fait, il n'y a pas eu de déclic du jour au lendemain où je me suis dit j'arrête le métier que je fais aujourd'hui et je change de métier. Et peut-être que j'aurais pas eu la force de le faire d'ailleurs si ça avait été comme ça, parce que c'est toujours dur de faire un choix comme ça, alors que dans mon cas ça avait juste été progressif en fait. J'avais juste cette opportunité et je dirais que ça a été plus facile pour moi comme ça. J'ai un épisode de podcast dans lequel je détaille tout ce qui est sur mon parcours professionnel, mon parcours scolaire, etc. Ce qui a fait que j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse, mon podcast c'est Mûres et Noisettes, si vous avez envie d'aller écouter ça. Et sinon, si jamais ça s'arrêtait, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que comme n'importe quelle personne qui fait un métier, en soi, tout métier peut s'arrêter à un moment, que ce soit parce que l'on n'aime plus ce que l'on fait ou parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui font que l'on ne peut plus faire ce que l'on fait.
Mais donc déjà dans l'idée, moi j'aimerais continuer ce que je fais parce que j'aime énormément mon métier, parce que justement j'ai un métier qui peut ressembler à tout ce que j'aime faire dans la vie. Je peux en faire mon métier. Si demain j'ai plus jamais envie de parler du sujet de l'argent par exemple, je peux ne pas en parler et décider de me consacrer à n'importe quel autre sujet qui pourrait m'intéresser, à condition bien sûr que ça intéresse d'autres personnes aussi. Mais je pense que quand un sujet nous intéresse, on trouvera forcément d'autres personnes qui s'y intéresseront aussi, ce sera juste peut-être pas les mêmes personnes. Bon, en tout cas, moi, le sujet, il m'intéresse toujours énormément. Et sinon, je pense que avec le temps, toute personne va accumuler des compétences et que dans mon cas, par exemple, le fait d'avoir pu créer ma chaîne, d'avoir su regrouper une communauté, d'avoir réussi à parler des sujets qui m'intéressaient, faire en sorte que ça intéresse aussi d'autres personnes et tout ça, je pense que c'est une compétence qui peut permettre de travailler dans d'autres domaines, que ce soit pour aider à développer la communication d'une entreprise. Je pense aussi que par exemple j'ai travaillé en cuisine, que je sais quand même plutôt cuisiner, que je sais gérer des ressources, etc. Donc que ça pourrait être mis à profit si j'ouvrais une maison d'hôtes un jour, que je pourrais donner des cours de cuisine, que je pourrais faire voilà, des choses en rapport avec ça, que je pourrais intervenir dans des entreprises, dans des associations. En fait, je pense qu'il y a plein d'opportunités et que plus on acquiert de l'expérience dans différents domaines, que plus on grandit, que plus on apprend et que justement plus on aura de choses à offrir à d'autres personnes. C'est pour ça que je m'inquiète pas forcément sur ça. Après, bien évidemment, je pense que je suis dans une situation quand même privilégiée, où j'ai mis de l'argent de côté, où j'ai sécurisé plein de facteurs dans ma vie. Donc forcément, ça me permet d'avoir plutôt confiance sur ces points-là et de ne pas être en stress si demain je vois mon chiffre d'affaires divisé par 2 ou peu importe que des choses changent dans ma vie, que j'ai une certaine confiance par rapport à tout ça. Mais voilà, pour répondre à cette question-là. Et c'est tout du coup pour les 10 questions auxquelles j'avais envie de répondre aujourd'hui. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui aura pu vous plaire. N'hésitez pas en commentaire à me poser d'autres questions, je pourrais y répondre directement en commentaire ou alors si c'est plus long, les détailler dans une autre vidéo. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Vous pouvez mettre un like si vous voulez soutenir le référencement de ma vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer. Je poste une vidéo environ tous les 5 jours. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mur et Noisette également. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!